L'avis des passionnés d'horlogerie est souvent fiable. À la sortie d'une nouvelle montre, des milliers de collectionneurs, journalistes, revendeurs et passionnés réagissent presque instantanément. Et la plupart du temps, le consensus se rapproche de la vérité. Mais ce n'est pas toujours le cas. De temps en temps, une montre fait son apparition et est mal comprise. Elle est ignorée, rejetée, voire même ridiculisée, jusqu'à ce que le temps réécrive complètement l'histoire. Dans cette vidéo, nous allons examiner quelques cas notables où les collectionneurs, les critiques et les passionnés se sont trompés, et comment le temps a finalement prouvé le contraire. Il est difficile de croire qu'aujourd'hui, certaines montres parmi les plus vénérées ont autrefois été vues comme des échecs, des curiosités ou des déceptions, malgré les icônes que nous allons évoquer dans cette vidéo. Voici les montres sur lesquelles nous nous sommes trompés. Nous venons aussi de publier sur notre site une vidéo expliquant la fabrication d'une montre à 2 millions de dollars. C'est un aperçu unique qui permet de découvrir ce qu'implique la création d'une montre qui demande plus d'1 an de fabrication. C'est une montre avec 2 carillons qui suivent une séquence de notes personnalisées et qui permet de basculer entre les 2 carillons. Il faut 1 an à un horloger formé par Blancpain pour terminer cette montre très complexe et seuls quelques horlogers dans le monde formés par Blancpain sont capables de le faire. On parle de dizaines et de dizaines d'angles internes et de normes de finition, et au total, 1053 composants. Si vous voulez comprendre comment une montre peut valoir 1 million de dollars et comment elle est fabriquée, voici des réponses à vos questions. Cela apporte plus de contexte sur la création d'une montre de ce calibre. C'est une vidéo très complète qui donne un aperçu d'un fabricant de premier plan d'une manière que vous n'avez peut-être jamais vue auparavant. Le lien sera dans la description. Son visionnage est gratuit. Créez gratuitement un profil sur teddybaldo.com. L'inscription est rapide et tout sera prêt, alors profitez-en. Pour commencer, nous allons examiner une catégorie de montres d'une des grandes marques suisses, Vacheron Constantin, avec leur modèle à bracelet intégré. Parmi les 3 maisons de la Sainte Trinité horlogère suisse, Vacheron Constantin reste le choix des connaisseurs, bien qu'elle produise parmi les meilleures montres au monde. Le même principe s'appliquerait si nous parlions du genre sport intégré parmi les 3 grandes marques également. Vacheron a tenté à 2 reprises de proposer un design sport intégré, notamment avec la 222 intéressante mais largement ignorée, sortie en 1977 et abandonnée moins de 10 ans plus tard, en 1984. Puis, en 1996, Vacheron a décidé de retenter sa chance dans le genre intégré avec la sortie de l'Overseas, dotée de la lunette reconnaissable entre toutes qui rappelait le motif de la croix de Malte de la marque. Elle a connu un succès modeste, sans atteindre la popularité de la Royal Oak ou de la Nautilus, mais s'est imposée comme une 3e alternative distinctive. Vacheron a offert un lifting à l'Overseas en 2004 avec des boîtiers plus grands, des complications comme le double fuseau horaire et un bracelet beaucoup plus distinctif qui reprenait les codes du design de la croix de Malte jusque dans les maillons eux-mêmes. La 2e phase de l'Overseas n'a pas fait l'unanimité, certains critiquant son profil plus massif. À sa sortie, la 3e génération de l'Overseas paraissait bien plus moderne que les précédentes, mais ses ventes n'ont pas décollé tout de suite. Malgré cette période étrange pour l'industrie et le monde, la pandémie a suscité un engouement inédit pour les montres de sport en acier intégré. La Royal Oak et la Nautilus se vendaient à des prix atteignant plusieurs fois leur tarif boutique, tandis que de nombreuses marques lançaient leur propre version de ce style. C'est Vacheron qui a présenté l'une des meilleures propositions, et cette frénésie a permis aux gens de réaliser l'excellence de l'Overseas, bien plus qu'une simple alternative. La 4500 Feint a commencé à décoller entre 2020 et 2022 avec certains modèles, comme les versions à cadran bleu atteignant des valeurs de revente dépassant les 50 000 $. Elles sont revenues à des niveaux raisonnables, mais l'Overseas reste très demandé en boutique aujourd'hui. Et avec les modèles 4520 filles raffinés qui affinent encore plus le boîtier, cela les rend de plus en plus attrayants. Peut-être que la montée la plus fulgurante dans le domaine intégré est celle de la 222. Cette montre a toujours été un modèle culte parmi les collectionneurs de Vacheron, mais avec sa réintroduction en 2022, elle est devenue l'une des montres de luxe d'inspiration vintage les plus célébrées au monde, disponible en or et en acier inoxydable. Dans les 2 métaux, elle représente désormais la pièce Vacheron la plus recherchée en boutique, l'acier se négociant actuellement à plus de 50% au-dessus du prix de vente conseillé. Une ascension assez incroyable pour une montre qui n'était auparavant qu'un classique connu seulement d'un petit cercle d'initiés dans le milieu des collectionneurs de montres vintage. Nous étions en 2019 et Seiko a pris une grande décision. Ils ont arrêté la production de la très appréciée Seiko SKX. Si vous vous intéressez aux montres depuis 2020, il est sans doute difficile d'imaginer la popularité de la SKX chez les passionnés.
Depuis plus de 20 ans, elle incarne les montres de plongée japonaises abordables. Quand j'ai découvert les montres, avoir une SKX était comme un rite de passage. En somme, quand Seiko a arrêté cette production après 23 ans, les fans étaient déçus, même s'ils espéraient un successeur direct. La même année, Seiko a également arrêté la production des anciennes Seiko 5 équipées des mouvements Sept S26. La réponse de Seiko à ces deux arrêts de production a été l'introduction de la famille de modèles appelée 5KX dans la nouvelle gamme Seiko 5 arborant un look qui rappelait justement la montre qui avait été si cruellement retirée aux passionnés. Bien que la nouvelle Seiko 5 ait repris l'apparence de la SKX avec son boîtier reconnaissable, sa couronne à 4 heures, sa lunette de plongée et ses détails luminescents, certains cherchant un successeur direct à la SKX restaient indignés. La gamme 5KX, composée de dizaines de modèles, n'offrait qu'une étanchéité de 100 mètres car elles n'avaient pas la couronne vissée de la SKX, ce qui a amené certains à dire que ce n'était plus une vraie plongeuse et a fait grimper certains modèles SKX à des prix très élevés sur le marché secondaire. Bien qu'elle n'ait jamais été conçue pour être des montres de plongée professionnelles, ces modèles 5KX se sont retrouvés pris dans cette polémique et le nom 5KX sera un surnom donné par les passionnés, pas par Seiko eux-mêmes. Mais l'enchaînement de certaines interruptions de production a essentiellement conduit à toutes ces critiques. Cependant, dans les années qui ont suivi, la collection a commencé à s'étoffer. Nous avons vu émerger des modèles comme la Dress KX, des versions aviation, les montres de terrain de la série Seiko 5 ou les succès des SSK GMT avec mouvement 4R34. En 2026, les Seiko 5 Sports ne séduisent plus seulement les fans, elles deviennent les montres automatiques les plus vendues sous 500 $. Et je pense que c'est un excellent exemple qui montre que parfois, une montre n'est pas jugée uniquement sur ses caractéristiques techniques, mais aussi sur ce qu'elle offre en main. Parfois, cela dépend aussi du contexte général de la marque, et des éléments comme l'arrêt de certains modèles peuvent provoquer ce genre de réaction et influencer la façon dont le consommateur final va l'interpréter. L'indépendant britannique Christopher Ward n'a pas connu un succès immédiat. En réalité, la marque a démarré très lentement avec presque aucune vente enregistrée durant ses premiers mois d'existence. La stratégie marketing de Christopher Ward a débuté avec une seule publicité pour le modèle Malvern dans The Independent en 2005. À cause de leur absence d'antécédents, les commandes étaient presque inexistantes. Ce n'est qu'en suscitant de l'intérêt et en recevant des retours sur les forums Time Zone que ces forums ont salué la C5 Malvern automatique pour son prix remarquable de 179 livres sterling, apportant ainsi un nouvel élan. Christopher Ward a d'abord établi ce point d'ancrage avec des modèles comme la C60 Trident automatique, devenue un autre succès régulier. Cela dit, tout au long des années 2010, Christopher Ward était surtout l'histoire sympathique d'un outsider. C'était une petite marque qui fabriquait des montres solides en utilisant des calibres tiers et avait un modèle économique intéressant, mais elle restait en grande partie reléguée au second plan pour la plupart des collectionneurs sérieux. Le discours courant à leur sujet au début de ma vie de collectionneur tournait surtout autour de leur logo, il y avait beaucoup de discussions à ce propos, et on les considérait comme une petite micro-marque correcte qui restait en retrait des grands acteurs, faute d'une identité de design vraiment distincte. En 2019, l'entreprise a reçu plus d'investissements pour se développer et elle y est parvenue. Le véritable tournant qui, selon moi, a changé la trajectoire de cette marque a eu lieu en 2022 avec la sortie de la Bel Canto. Cette montre est devenue de façon inattendue le produit phare commercial de la marque et a fixé un nouveau standard pour ce dont la marque était capable, transformant l'opinion publique presque du jour au lendemain. La micro-marque, autrefois tout à fait correcte, avec des designs sans prétention, est devenue bien plus que cela. Une indépendante en pleine croissance rapide, avec un succès reconnaissable sur lequel elle pouvait s'appuyer, grignotant au passage des parts de marché aux grandes marques. Des sorties comme la 12 et la Loco ont aussi prolongé le succès de la Bel Canto. Et avec ces modèles, Christopher Ward aurait désormais réalisé un chiffre d'affaires de plus de 45 millions lors de l'exercice fiscal 2025, ce qui le place aux portes des 50 principaux acteurs de l'industrie horlogère suisse. Revenons plusieurs décennies en arrière, dans les années 1970, où l'industrie connaissait de profonds bouleversements. Un développement majeur fut la création de UX montres de sport intégrées emblématiques, l'Audemars Piguet Royal Oak et la Patek Philippe Nautilus. Ces montres sont radicalement différentes, mais étant donné qu'elles ont été conçues par la même personne et qu'elles ont reçu des réactions similaires lors de leur sortie, il est logique de les aborder ensemble. Bien que la Royal Oak d'Audemars Piguet soit aujourd'hui la montre de luxe intégrée la plus convoitée, elle n'a pas été appréciée de tous à son lancement en 1972. Début 1970, Audemars Piguet était à un tournant. La révolution du quartz arrivait et les grandes maisons suisses de luxe cherchaient à rester pertinentes.
Le légendaire designer Gerald Genta aurait esquissé la Royal Oak en une soirée. La véracité de cette histoire est débattue, mais elle alimente la légende. Le résultat fut cependant une montre de sport de luxe en acier, résistante à l'eau, un concept assez révolutionnaire à l'époque, dotée d'une lunette rappelant un casque de plongée et affichée à un prix vertigineux de 3300 francs suisses. Cela coûtait plus cher qu'une montre habillée en or massif de chez Patek à l'époque, et la réaction de l'industrie fut assez mitigée. L'apparence avant-gardiste de la Royal Oak et son bracelet complexe ont rebuté certains, tandis que les revendeurs étaient aussi choqués par un prix équivalent à une voiture de luxe. Paradoxalement, la publicité de la Royal Oak a fortement misé sur cette stratégie de prix. Un autre design emblématique de Gerald Genta, la première Nautilus Jumbo de 42 mm sortie en 1976, a d'abord connu des ventes plutôt décevantes. Les critiques ont fusé à cause de sa grande taille et, comme pour la Royal Oak auparavant, son prix élevé de 3100 $ était jugé beaucoup trop ambitieux pour un modèle sportif en acier. Les premiers exemplaires ont d'abord été mal accueillis par les revendeurs et la Nautilus a mis du temps à connaître le succès. Une version pour femmes des années 1980, la référence 4700 de 27 mètres, a aidé la Nautilus à s'imposer auprès de la clientèle de luxe. Et l'année suivante, la désormais emblématique référence 3800 a été lancée dans un boîtier de 37,5 mm, ce qui a séduit un public bien plus large. Malgré des débuts timides, la Royal Oak et la Nautilus ont prouvé leur capacité à traverser le temps. Au-delà d'être parmi les modèles les plus recherchés de l'industrie horlogère, elles ont réussi à se placer à l'intersection de la culture populaire et du savoir-faire artisanal. Ce qui impressionne le plus avec ces montres, c'est qu'elles sont devenues le symbole des deux marques, surtout la Royal Oak et même la Nautilus chez les jeunes collectionneurs. Elle est bien plus célèbre que la Calatrava et les chronographes à calendrier perpétuel, malgré la longévité de ces modèles. Elles incarnent aujourd'hui le sommet du genre et ont poussé d'autres marques à lancer leur version, transformant les préférences des collectionneurs. Le génie de François-Paul Journe, le fondateur éponyme de FP Journe, a toujours été présent, mais il a fallu un certain temps pour qu'il soit pleinement apprécié. Bien qu'il y ait toujours eu un certain intérêt pour ce que faisait Journe, beaucoup de ses montres et de ses innovations les plus uniques ont d'abord été mal comprises. La résonance a surpris certains par ses deux affichages horaires indépendants, souvent pris pour un double fuseau, alors que Journe voulait surtout montrer la synchronisation naturelle de deux mouvements via la résonance acoustique et non créer une montre de voyage. Journe avait aussi un style distinct qui le différenciait des acteurs classiques. Police de caractère reconnaissable, usage de l'asymétrie dans de nombreux designs, approche scientifique, réflexion originale sur les complications et touche plus libre aux thèmes classiques de l'horlogerie. Journe a reçu de nombreux éloges au GPHG et parmi les connaisseurs dans les années 2000, détenant le record du plus grand nombre de grands prix remportés. Malgré tout cela, les montres Journe ne se vendaient pas bien. Un aspect commercial intéressant est l'histoire de la chronomètre bleue, affichant uniquement l'heure. C'était une montre lancée en 2009 en réponse à la crise financière mondiale et qui visait à servir de modèle d'entrée de gamme pour la marque, ce qui est assez amusant avec le recul étant donné tout le battage médiatique qui entoure cette montre aujourd'hui. Au cours de la décennie qui a suivi, l'intérêt pour Journe a progressivement augmenté, même si cette hausse a été modérée au début, avec quelques pics entre 2015 et 2018 à mesure que davantage de collectionneurs reconnaissaient les qualités expressives de la marque et, chose étrange à dire aujourd'hui, son rapport qualité-prix. En 2019, après des années de croissance, de nombreuses marques de prestige sont devenues moins accessibles, tandis que les indépendants ont gagné en popularité. Les premières créations de Journe à mouvement en laiton ont suscité plus d'engouement et obtenu d'excellents résultats aux enchères. La chronomate bleue et des pièces comme la résonance sont devenues des symboles de la scène indépendante et des montres comme l'élégance, l'option raffinée à quartz de la marque, ont rendu Journe beaucoup plus intrigant et accessible à un public plus large. À la différence des autres marques, une entreprise produisant environ 1000 pièces par an n'a pas besoin d'un grand changement du marché pour voir sa demande bouleversée. Dans les années qui ont suivi, Journe est devenu l'indépendant le plus recherché par les collectionneurs, et l'époque où l'on négligeait le génie de François-Paul était bel et bien révolue. À la place, on a vu un niveau d'intérêt comparable à celui de la collection d'œuvres d'art, compte tenu du faible nombre de pièces produites. Aujourd'hui, il est rare de croiser des pièces de Journe en vrai et elles ont atteint certains des résultats aux enchères les plus impressionnants jamais vus pour des montres bracelets, y compris le prototype Francis Ford Coppola, détenu par le célèbre réalisateur lui-même, qui utilise une main mécanique pour indiquer l'heure et qui a battu des records. La montre s'est vendue pour 10,755 millions de dollars lors de la vente aux enchères Philips en 2025, ce qui en a fait le meilleur résultat jamais atteint pour une montre bracelet mécanique d'une marque indépendante à l'époque, ainsi que le record pour une montre FP Journe.
Vous ne vous en rendez peut-être pas compte aujourd'hui, étant donné l'estime dont jouit le nom Grand Seiko parmi les passionnés, mais ce fabricant de montres de luxe était pratiquement inconnu en dehors du Japon il n'y a pas si longtemps. Le nom Grand Seiko existe depuis 1960, né d'une directive de l'entreprise visant à rivaliser avec les meilleurs chronomètres suisses. Et pourtant, seuls les collectionneurs les plus passionnés étaient au courant dans les années 2000. La montre que nous connaissons tous sous le nom de Snowflake est apparue pour la première fois au Japon en 2005, et la SBGA 011 présentait toutes les caractéristiques emblématiques de la Grand Seiko moderne, notamment le boîtier en titane haute intensité poli Zaratsu, le mouvement innovant Spring Drive et la texture givrée de son cadran éponyme. Cependant, son lancement international en 2010 ne l'a pas forcément propulsé sous les projecteurs des collectionneurs. Grand Seiko était une marque qui restait une légende mystérieuse pour ceux qui étaient en dehors du Japon, car elle ne bénéficiait pas d'une large distribution internationale. De plus, de nombreuses idées reçues circulaient sur la marque, car il était rare d'en voir en vrai. Certains peinaient à saisir son positionnement, la société étant parfois à tort vue comme une Seiko plus chère, surtout à l'époque de la 011 avec le cadran à double signature, remettant en cause sa classification comme montre de luxe. L'autre élément qui a contribué à son énigme était le concept du Spring Drive. L'incompréhension persistait sur ce mouvement révolutionnaire, beaucoup le rejetaient dès qu'ils entendaient « quartz » dans l'explication. Pendant des années, Grand Seiko était un outsider sur la scène de l'horlogerie de luxe. Mais tout cela a commencé à changer vers 2017. C'est à ce moment-là que Grand Seiko s'est séparé en tant qu'entité indépendante, a élargi sa distribution en dehors du Japon, et à mesure que plus de collectionneurs ont pu voir les montres, l'appréciation a grimpé en flèche. Ce qui a coïncidé avec cette expansion, c'est l'essor de l'icône de la marque connue sous le nom de SBGA 211. Si vous étiez sur les réseaux sociaux à l'époque, la SBGA 211 Snowflake était l'une des montres les plus appréciées. Elle arborait désormais un cadran simplement signé GS. Elle était incroyablement photogénique. Elle mettait en avant la technologie Spring Drive et un cadran à la texture inégalée à ce prix, avec un surnom facile à retenir. L'année suivante, la société Grand Seiko Corporation of America a été créée en tant que filiale indépendante et a ouvert sa première boutique aux États-Unis à New York. Grand Seiko est rapidement devenue la marque préférée des passionnés dans les années qui ont suivi, avec la sortie de la série Four Seasons et de la collection Evolution 9, ce qui les a définitivement établis comme un acteur majeur sur la scène internationale de l'horlogerie de luxe. Louis Vuitton est sans aucun doute l'une des maisons de luxe les plus connues au monde, mais son horlogerie n'a pas toujours été à la hauteur de la perception d'exclusivité de ses autres produits. Leur production était surtout vue comme celle d'une marque de mode basique, critiquée pour des designs grossiers et des composants sous-traités, entraînant des accusations d'exploitation du nom Louis Vuitton. Cette critique était justifiée et pendant des années, Louis Vuitton n'était pas pris au sérieux en horlogerie. La reconstruction de cette réputation a débuté après l'acquisition en 2011 par Louis Vuitton de l'atelier La Fabrique du Temps, vite devenu son fabricant de haute horlogerie à Genève. Seules les personnes très impliquées dans l'industrie percevaient la direction souhaitée par Louis Vuitton pour son horlogerie. Louis Vuitton s'est en grande partie détourné ces dernières années de ce qu'on appelait les accessoires de mode pour se tourner vers la véritable haute horlogerie. 2023 a été une année charnière pour la maison de luxe, après des années de doutes et d'yeux levés au ciel à l'idée de voir Louis Vuitton comme un horloger sérieux. Lorsque la tambour de 40 mm a été relancée en 2023, la réaction a été intéressante. Les mêmes sentiments envers LV restaient. Cette fois, l'horlogerie était moins contestable grâce au calibre à micro-rotor LFT 023 objectivement bien conçu. Deux autres lancements notables ont eu lieu presque simultanément, dont la relance de Daniel Roth et la sortie des tourbillons Subscription, réalisés par la Fabrique du Temps. Puis est arrivée la collaboration avec Acrivia, qui a validé l'horlogerie grâce à l'une des maisons indépendantes les plus réputées. Au-delà de tout cela, la créativité a été assez impressionnante à travers les montres Louis Vuitton, comme la tambour Taiko Spin Time, qui indique l'heure grâce à un système unique d'indices en cube rotatif. La Fabrique du Temps abrite également la marque Gerald Genta contemporaine, renforçant ainsi leur réputation au sein des plus hautes sphères de l'horlogerie suisse. Nous abordons ensuite une marque respectée qui a failli disparaître avant de revenir sur la scène mondiale dans les années 1990. Lange Söhne a été fondée en 1845 par Ferdinand Lange à Glashütte, en Allemagne. Ces montres, très prisées, attiraient une clientèle prestigieuse dans le monde entier, dont la famille royale de Russie. Ses descendants ont perpétué sa tradition d'innovation et de savoir-faire, mais la Seconde Guerre mondiale a presque effacé l'histoire de la marque, intégrée à la GUB pendant l'occupation soviétique de l'Allemagne de l'Est, devenue plus tard Glashütte Original.
Et des décennies plus tard, l'arrière-petit-fils de Ferdinand, Walter Lange, a juré de reconstruire. Ce n'est qu'après la chute du mur de Berlin en 1989 que Walter Lange a pu réintroduire l'entreprise familiale dans le monde. Lange a rejoint le groupe LMH en 1991 aux côtés d'IWC et de JLC, et le groupe a finalement été intégré à Richemont. 4 montres prototypes ont été lancées en 1994, et à ce moment-là, l'horlogerie allemande a fait un retour fracassant malgré des obstacles presque insurmontables. Ne vous y trompez pas, les montres Lange ont été immédiatement reconnues comme exceptionnelles, mais il faut rappeler la situation de l'horlogerie allemande, surtout à Glashütte à l'époque. Ils étaient en train de reconstruire leur renommée mondiale. La plupart des avis à l'époque concernant Lange étaient qu'ils étaient techniquement impressionnants, mais on préférait attendre de voir, la préférence allant généralement aux Suisses en raison de leur parcours plus continu en tant que nation horlogère. La montre qui a vraiment scellé le retour de l'Allemagne à la gloire fut la sortie du datographe en 1999 et plus précisément son calibre. Le L9 151.1 a été conçu et fabriqué en interne entièrement à partir de zéro. Il était tellement apprécié que nul autre que le légendaire horloger Philippe Dufour l'aurait qualifié, je cite, du meilleur mouvement de chronographe jamais réalisé. Exquisément décoré, c'était un triomphe de la micromécanique, doté d'une roue à colonne, d'une complication flyback, d'un compteur de minutes à saut précis, ainsi que de l'intégration de la grande date emblématique de Lange. Notez que les grandes maisons suisses utilisaient des calibres dérivés de l'Emania pour leurs chronographes et ne les avaient pas vraiment mis à jour depuis des années. Le L951 a fait en sorte que les Suisses ne pouvaient plus se reposer sur leur laurier, avec des marques comme Patek qui travaillaient assidûment sur leur premier calibre de chronographe moderne conçu en interne. Le datographe a marqué avec éclat le retour de l'horlogerie allemande au plus haut niveau et a même forcé tous les Suisses à réagir. Nous terminons avec la dernière montre de la liste. Et comme mentionné, certaines vont vous surprendre vu leur reconnaissance actuelle, mais celle-ci mérite sa place. Aujourd'hui, avec la GMT Master 2, la Rolex Daytona moderne reste l'un des modèles les plus prisés de Rolex, porté par des superstars, des athlètes et des collectionneurs du monde entier. Mais cela n'a pas toujours été le cas. De nombreuses Daytona sont restées longtemps invendues chez les revendeurs avant que le chronographe ne devienne populaire. Après le chronographe pré-Daytona de 1955, la référence 6234 Rolex a lancé la cosmographe en 1963, montrant les débuts de sa forme désormais familière. Le nom Daytona, rendant hommage à la Daytona 500, apparaît sur le cadran dès 1965, mais les montres à mouvement Valjoux restèrent en magasin. 2 influences ont ensuite propulsé la Daytona, faisant grimper sa cote. Tout d'abord, les collectionneurs européens ont remarqué la Daytona de la star de cinéma Paul Newman, d'autant plus que Paul Newman s'était lancé dans la course automobile après avoir joué dans le film de course Winning. Sa montre était la variante encore moins populaire avec un cadran panda exotique noir sur blanc, une montre qui finirait par être vendue aux enchères pour plus de 17 millions de dollars en 2017. La communauté des collectionneurs de montres anciennes a permis à cette montre de toucher un large public et d'accroître l'intérêt pour les Daytona contemporaines. De plus, la Daytona a commencé à utiliser un calibre El Primero à la place du Valjoux 72 utilisé depuis longtemps. Et Rolex a finalement introduit son propre mouvement automatique en 2000, le calibre 4130. La Daytona au 21e siècle est devenue le summum de la collection chez Rolex, servant de symbole pour l'ère moderne de la gamme de montres sportives en acier de Rolex. Et bien que la Daytona moderne ait grandi et vu l'apparition progressive de nouvelles fonctionnalités comme la lunette Cerachrome, l'ADN vintage de la course reste intact. Avec son apparence classique, sa technologie de mouvement modernisée, son véritable héritage de course et son attrait inégalé, la Daytona ne montre aucun signe de ralentissement et reste un rappel permanent de la façon dont les choses peuvent changer de manière très spectaculaire dans le monde de la collection de montres. Mais voilà les gars, ce sont quelques montres sur lesquelles nous, collectionneurs, communauté, critiques et puristes, nous sommes trompés. Du moins, l'opinion publique générale s'est trompée par rapport à la place qu'elles occupent aujourd'hui. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. J'apprécie vraiment, ça aide aussi la chaîne. Si vous possédez une montre correspondant à cette classification, laissez un commentaire. Êtes-vous d'accord ou non avec mes avis? Laissez aussi un commentaire si vous connaissez une autre montre sur laquelle on s'est d'abord trompé, mais qui a changé d'image avec le temps. Aussi, n'oubliez pas de jeter un œil à teddybolso.com, revendeur agréé pour plus de 35 marques. Chaque achat sur notre site bénéficie d'une expédition rapide, d'un service client dédié et de la garantie constructeur complète sur tous les produits que nous proposons. Mais les gars, merci encore beaucoup d'avoir regardé, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.